Bonjour à toutes et à tous. Une très chaleureuse bienvenue à ce deuxième webinaire sur la justice pour enfants dans le contexte de COVID-19. Et nous sommes très contents de voir des noms connus et aussi des inconnus, et des gens, des collègues qui ont travaillé pendant des années pour la protection des enfants, pour la justice pour enfants. Donc, on est ravis que vous avez participé à ce webinaire. Et ce webinaire fait partie d'une série de discussions en plusieurs langues, anglaises, français, et co-organisées par le bureau de l'UNICEF en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et ceci est conduit en collaboration avec l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille. Et puis, notre but, c'est de discuter sur les solutions pour les enfants dans le contexte actuel de COVID-19. Et hier, nous avons eu notre premier webinaire et puis nous avons pu discuter sur la libération des enfants ou la prévention de la détention dans le contexte du COVID. Et nous avons entendu les expériences de la République démocratique du Congo, du Maroc, la France, la Suisse, très diverses, mais en même temps complémentaires, comme nous avons pu le constater. Et puis, quelques idées clés qui sont ressorties. Je ne vais pas faire le résumé complet de la discussion, mais nous avons compris l'importance, lorsqu'il s'agit de la libération des enfants, de se concentrer sur le suivi et la réintégration. Ce n'est pas seulement envoyer les enfants de retour dans leur famille s'ils ne sont pas suivis par des travailleurs sociaux ou des officiers de probation. Important aussi de penser au bien-être des enfants en gardant le contact avec leur famille. Et puis aussi très important de souligner que beaucoup d'actions pour les enfants peuvent être pérennisées. Comment nous pouvons pérenniser des actions qui tendent à la réintégration des enfants en communauté au-delà de la crise actuelle. Mais aujourd'hui, nous allons discuter avec nos panélistes comment maintenir la continuité des services judiciaires en faveur des enfants et des femmes en temps de pandémie. Et malgré le début de la crise qui était concentrée beaucoup sur la santé publique, nous avons immédiatement réagi avec nos partenaires et puis on a constaté qu'il y a aussi une carte à jouer pour nous tous et en adressant les besoins des enfants dans le système judiciaire. Et cette plateforme d'aujourd'hui va nous permettre de partager des expériences, d'analyser ce qui peut être fait, quelles sont les innovations que nous pouvons suggérer. Et au cours de la discussion, nous allons essayer autant que possible de réagir aux questions et aux commentaires que vous mettez dans la boîte à messages. Donc, on vous encourage à tout moment d'utiliser la boîte à messages pour cette discussion aujourd'hui. Pour présenter aussi les structures de la conversation, ce sera qu'au tout début, nous allons avoir 4 questions posées à nos panélistes et puis ils vont répondre à partir de leur propre expérience et perspective. Et après, ça va prendre environ 1 heure. À partir de là, nous allons ouvrir la discussion pour tous les participants et en utilisant la boîte à messages, comme je viens de le dire. Et puis, ceci va nous prendre environ 20 minutes. Et puis, pour la fin, nous allons faire des conclusions par notre collègue Andrew Brooks, qui est basé en Afrique de l'Ouest, à Dakar, pour des actions à venir. Et ce webinaire va être disponible, si tout va bien, en YouTube aussi. Donc, c'est enregistré. Et ceci, c'est l'intérêt de ce type de webinaire, c'est qu'au-delà des participants d'aujourd'hui, nous avons reçu énormément de demandes pour aussi diffuser cette discussion avec d'autres participants qui n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui. Mais sans perdre du temps, j'aimerais introduire notre panel qui est très expérimenté et qui va partager leur expérience et leur point de vue aujourd'hui. Laissez-moi commencer avec M. Robert Proux, qui est pratiquant en droit de la jeunesse pendant plus de 25 ans. Il devient juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, en 2004. En février 2017, il est nommé juge en chef adjoint de cette même Cour, responsable de la matière jeunesse. Donc, grand bienvenue à M. Proux. Laissez-moi introduire aussi, bonjour, introduire aussi M. Mfali Sila,
président du tribunal pour enfants de Conakry, en Guinée, et membre du réseau des juges de la Haye pour la protection internationale de l'enfant et de la section africaine de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille. Bienvenue, Monsieur Silla. Et nous avons aussi Monsieur Mohamed Chihab, juge pour enfants à Beyrouth, au Liban. Et nous avons, bienvenue à vous, Monsieur. Et nous avons aussi Monsieur Eduardo Melo, juge de protection des mineurs au Brésil et représentant de l'Association internationale de magistrats de la jeunesse et de la famille. Sans perdre du temps, nous allons commencer avec la première question. Ceci va nous prendre environ 15 minutes. Et puis, nous voudrions savoir de nos participants, de nos panélistes, s'ils peuvent nous dire comment les mesures prises par les gouvernements de vos pays pour lutter contre la propagation du COVID-19 ont affecté l'administration de la justice pour enfants et l'impact que ceci a eu surtout sur les femmes et les enfants. Si nous pouvons commencer avec Monsieur Melo, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Je suis membre de l'Association internationale des juges magistrats de la jeunesse et de la famille. Je voudrais exprimer la joie de notre organisation avec ses partenariats avec l'UNICEF. Dans ces moments tant difficiles pour tout le monde, la connaissance de ce que se passe dans les autres pays, les partages d'expériences, surtout avec les juges, les magistrats et les professionnels du droit du monde entier, est devenue une nécessité. Eh bien, je suis juge dans une ville de moyenne taille au Brésil, dans une cour avec une structure très spécifique. Je m'occupe des questions de protection de l'enfance, de l'enfant à un conflit avec la loi, des crimes commis par des adultes contre les enfants et de violences domestiques. Les droits de l'enfant en particulier, lorsque la violence est commise au sein de la famille, sont au centre de cette cour. Nous avons au Brésil un régime de travail spécial depuis le 19 mars. De cette date jusqu'à le 4 mai, le Conseil national de justice a suspendu tous les actes de procédure, tous les délais procéduraux et interdit toute activité présentielle dans les systèmes judiciaires. Il y a eu un règlement sur la façon de procéder aux actes d'urgence, ainsi considérés comme les habeas corpus, une ordonnance de sécurité, que c'est une action pour protéger les droits clairs non protégés par l'habeas corpus, les mesures d'urgence en général, les demandes de libération de toute personne privée de liberté, les demandes pour arrêter quelqu'un, les mesures, et particulièrement les mesures de protection pour les enfants. Tous les juges professionnels ont travaillé à distance dans cette période. Il faut dire que presque dans la totalité du pays, les dossiers sont informatiques, ce qui a atténué les défis. Le Conseil national de justice a également recommandé à tous les juges d'analyser la situation des personnes privées de liberté et d'éviter l'application de mesures qui impliqueraient la privation de liberté, autant pour les adultes que pour les mineurs. Par rapport à la situation de protection, il y a eu également une recommandation conjointe du Conseil national de justice avec le ministère du Développement social concernant la situation des enfants privés de soins parentaux qui sont dans des maisons d'accueil en raison de la préoccupation de contamination. Malheureusement, ces institutions prévalent encore au Brésil lorsque les soins alternatifs sont en jeu et c'est une attribution des juges de protection non seulement déterminer l'accueil quand nécessaire, mais aussi accompagner la garantie des droits des enfants pendant la période dans laquelle ils sont dépourvus de soins familiales. Il a fallu aux juges anticiper l'évaluation de la situation de ces enfants pour analyser s'il était possible le retour des enfants chez leurs parents ou chez quelqu'un dans la famille élargie, ou d'être placés dans une famille d'accueil où il est disponible, ou dans des cas exceptionnels en adoption. De nombreuses audiences ont été faites à distance au cours de cette période et des solutions alternatives ont été trouvées pour bon nombre de ces enfants. Pour ceux qui sont restés dans les maisons d'accueil, on a prévu des mesures d'urgence comme un système provisoire de placement en famille d'accueil par les professionnels travaillant dans les maisons d'accueil. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle, simplement dans les cas d'impossibilité de manutention du service en cas de contamination par le COVID-19. Et celles-ci ont été les règles générales. Depuis le 4 mai, nous pouvons travailler dans tous les cas, les délais ne sont pas plus suspendus, mais c'est interdit de faire des audiences en face. Tout doit être fait en visioconférence. Alors, ça nous pose d'autres défis que je vais vous présenter ensuite. Merci.
Merci pour cette présentation très précise. Si on peut continuer avec Monsieur Silla, s'il vous plaît. Merci, je vous remercie. C'est Mfalé Silla, comme vous l'avez eu à me présenter. Président du tribunal pour enfants pour la zone spéciale de la Conakry, la capitale. Donc, à l'instar de plusieurs autres États, les autorités guinéennes, en particulier du ministère de la Justice, pour des mesures allant dans le sens de la protection des droits dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le ministère de la Justice a pris la décision de communiquer pour interdire les procès publics qui avaient l'habitude de se tenir. Donc, il était question simplement de continuer les procédures de référé en matière civile et puis de flagrant délit en matière pénale. Des Nations Unies, le Centre des Nations Unies, notamment l'UNICEF et le Contrat des Nations Unies aux droits de l'homme, se sont concertés, ont fait des plaidoyers au niveau du ministère de la Justice, le ministre d'État de la Justice en particulier, pour qu'ils puissent prendre des mesures d'urgence sanitaire afin de protéger les droits des enfants qui sont détenus à la maison centrale de Conakry, principalement, mais aussi accessoirement à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui a conduit à la mise sur place d'une rencontre. Une rencontre a lieu entre les différentes directions du ministère de la Justice, à savoir la direction de l'éducation, surveille de la protection du ministère de la jeunesse, l'administration pénitentiaire de la réinsertion et puis la direction de la législation. Nous avons tenu ces rencontres et puis il a été décidé que l'administration pénitentiaire réactualise la liste, l'état de lieu des enfants qui sont détenus à la maison centrale de Conakry, ce qui a été fait. Donc, c'est la liste qui a été présentée déjà. Nous sommes rendus compte qu'il y a une bonne partie de ces enfants qui étaient placés là par les magistrats de droit commun, en violation des droits de l'enfant, naturellement, parce que nous a amené à écrire, à faire des correspondances à l'adresse de tous les chefs de juridiction et les chefs de parquet pour les 3 tribunaux de première instance de Conakry. Et ça, en réponse de ces courriers, nous avons fait ampliation au ministre de la Justice, on a fait ampliation aussi au système de l'UNICEF notamment. Au même moment, on a la commission d'office pour les enfants et d'office dans le temps, mais on a adressé ce courrier au bâtonnier. Et finalement, les magistrats de droit commun ont commencé à se dessaisir de ces procédures conformément au contenu des courriers qu'ils ont reçus. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé à procéder aux audiences de médiation. Et comme vous le savez, cela est bien clair dans notre code de l'enfant, en ces articles 328, 333, 337. Et quand les audiences de médiation aboutissent selon la disposition de l'article 328, cela met fin à la poursuite pénale à l'égard des enfants. Donc, il était question dans un premier temps de s'occuper des enfants poursuivis pour délit. Et là, nous avons pu tenir des audiences. Et nous, spécifiquement, c'est vrai, on s'est organisé au tribunal pour enfants parce que comme je coordonnais les activités, je viens. Les autres magistrats aussi venaient se sacrifier pour venir faire le travail avec nous. Et nous avons travaillé avec l'avocat commis d'office, puisque la difficulté un peu chez nous, c'est aussi le problème de comparution des parents civilement responsables, souvent qui abandonnent carrément leurs enfants. Donc, nous avons aussi adressé des convocations à ces parents civilement responsables et aux parties civiles qui ont été signifiées par voie d'huissier. Donc, nous avons tenu des audiences de médiation, en résumé, qui ont abouti à la libération d'une 40aine d'enfants et qui ont été placés au centre d'accueil. La Guinée n'en a pas de centre d'accueil public ici, on a un centre d'accueil privé. Et le directeur, dès le début, on lui a demandé d'adresser un courrier sur la disponibilité de son service, ce qui a été fait. Et quand on a reçu le courrier, nous avons pris les décisions. C'est comme ça que les enfants qui ont bénéficié de cette audience de médiation ont pu transiter par ce centre-là. Et comme je l'ai souligné, il y a une 30aine qui ont bénéficié de la libération. Et nous continuons le processus parce qu'au-delà même de ces enfants poursuivis pour des délits, il y a d'autres qui sont poursuivis pour crimes. Mais ça a été l'occasion pour que les juridictions de droit commun, avec les courriers qui ont été adressés et l'ampliation faite au ministre, pour qu'ils puissent se débarrasser complètement, se dessaisir des dossiers des mineurs et transmettre les dossiers. D'accord. Merci beaucoup, M. Silla. Ceci nous donne un bon aperçu et nous espérons approfondir dans les questions qui suivent.
La parole à Monsieur Proux. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation d'abord. Ben voilà, au Québec, je dois dire d'abord que je suis juge de la Cour du Québec. La Cour du Québec est le tribunal de première instance qui se charge de l'essentiel ou de l'ensemble des dossiers qui concernent tant la protection de la jeunesse que le droit pénal pour les mineurs. Nous sommes près de 306 juges au Québec. Il y a une centaine qui couvrent l'ensemble de notre territoire et qui ne font que du droit de la jeunesse. Alors, le 12 mars dernier, pour reprendre l'expression de notre premier ministre, le Québec a été mis sur pause. Alors, ce qui veut dire qu'essentiellement, les activités économiques, culturelles, touristiques, l'ensemble des services publics ont été fermés. Pour l'essentiel, les palais de justice, par conséquent, également, et toute personne qui n'avait pas une cause qui était appelée ou une raison particulière pour être à la Cour ne devait pas entrer au palais de justice. Dans les faits, la Cour du Québec a décidé alors de suspendre ses activités d'abord pour une période d'1 mois qui a été prolongée par la suite. Et cette suspension d'activité-là a fait en sorte qu'on a dû développer ce qu'on a appelé un plan de continuité. Il faut savoir qu'il y a 10 régions au Québec couvertes par la Cour et dans chacune de ces régions-là, il y a des coordonnateurs et les services qui ont pu être accordés à un moment ou à un autre ont été modulés en fonction de l'impact du COVID dans ces différentes régions-là. Certaines régions périphériques ont été moins atteintes, donc la possibilité d'obtenir des services était plus importante. Donc, la Cour, elle, a pris la décision de suspendre l'ensemble de ses activités, sauf ce qui concerne les questions d'urgence. Alors, toutes les mesures d'urgence, qu'elles soient de protection immédiate en protection de la jeunesse, ont été entendues. Elles ont été entendues un peu comme mon collègue Mello le mentionnait tout à l'heure, mais par voie téléphonique, par voie de visioconférence, très peu en présence par ailleurs, parce qu'on a tenté, évidemment, comme on a fermé les services, les greffiers étaient à l'extérieur, les adjointes des juges étaient à l'extérieur, les juges se sont retrouvés également en télétravail, de sorte que certains juges venaient à la Cour à certains moments pour tenir des audiences semi-virtuelles. Alors, donc, les mesures d'urgence ont été entendues. On a fait en sorte que les dossiers particuliers qui impliquaient l'hébergement d'un enfant ou en famille d'accueil ou en centre de réadaptation pouvaient être entendus, même si c'était un dossier de fond. Et on a donc entendu l'ensemble des mesures d'urgence l'ensemble des mesures d'urgence qu'on devait effectivement faire. Au Québec, par la suite, on a assisté à une espèce de gouvernement qui fonctionne par décret ministériel. Alors, à un certain moment, toujours pour assurer la protection des mesures ou des directives de la santé publique, il y a eu un décret, entre autres, qui a suspendu les contacts entre les enfants et les parents lorsque les enfants étaient en milieu d'hébergement, et avec certaines obligations de la part de la Direction de protection de la jeunesse, qui est l'organisme administratif chargé de la surveillance, chargé en fait du traitement social des dossiers d'enfants aux prises avec des difficultés. Alors donc, il y a eu ce type de suspension-là de nos ordonnances d'ailleurs. Une révision par la suite, ça a été testé devant les tribunaux, cette latitude qu'avait la directrice de la protection de la jeunesse pour s'assurer qu'effectivement, dans la mesure du possible, les contacts peuvent se faire. Les enfants ont été très, très rarement déplacés vers les palais de justice qui fonctionnaient de façon minimale. On fonctionnait par visioconférence. Ils étaient généralement dans leur centre de réadaptation, dans leur famille d'accueil. On fonctionne avec tablette, téléphone, et on tentait de faire en sorte que ça fonctionne. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que tout ça a créé un amoncellement de dossiers qui n'ont pas été traités au cours des 2 derniers mois. Actuellement, la Cour a mis sur pied un programme de reprise des services, puisqu'il y a un certain relâchement du confinement auquel on assiste depuis à peu près 2 semaines. Et ce qu'on comptait faire, c'est à compter du 1er juin, y aller de services beaucoup plus importants. Pour un premier jet, c'est ce que j'aurais à vous dire. Voilà, merci beaucoup, M. Proux. M. Chehab, votre expérience au Liban? Oui, bonjour d'abord et merci pour l'invitation. En fait, comme tous les pays, on a affronté des problèmes pour appliquer la justice pour les enfants, en fait. Vu la fermeture,
on a avancé les dossiers des mineurs en détention, les délinquants, je dis. Ils sont prioritaires, ainsi que les dossiers relatifs à la protection des enfants, parce qu'on a un enfant victime de crimes ou sous décision de protection rendue. En prenant les mesures de sécurité, les juges de justice travaillaient en alternance pour assurer la justice pour enfants. En absence de loi, le Conseil supérieur de la magistrature libanais a diffusé un circulaire autorisant le déroulement des affaires pénales via Internet. Ceci a vraiment permis de réduire l'accès des mineurs au palais de justice et de prévenir la propagation de la pandémie parmi eux. Les mineurs placés en garde à vue ont été mis en liberté lorsque leur situation juridique et leur intérêt supérieur le permettent. En outre, en plus, en matière de réduction de peine, les dossiers relatifs aux juvéniles condamnés sont avancés. C'est notre expérience au Liban vu le COVID-19. Monsieur? Merci beaucoup, Monsieur Chehab. Donc, ceci nous donne déjà un premier aperçu des difficultés, mais aussi des solutions que vous avez trouvées. Nous allons essayer maintenant d'aller plus en profondeur, essayer de comprendre ce qui a pu être fait. Et si vous me permettez, nous allons passer maintenant à la deuxième question. Et puis, nous voudrions maintenant savoir comment vous avez réussi à vous adapter et à innover pour faire face aux défis, qu'ils soient d'ordre légaux, logistique ou autres. Et puis, si vous avez eu besoin d'autorisation spéciale, on a entendu par exemple l'utilisation de la visioconférence parmi d'autres. Et puis, si vous avez réussi à faire appliquer les décisions des tribunaux. Donc, pour cette question, nous avons M. Melo et M. Prou. Si nous pouvons commencer avec M. Melo, s'il vous plaît. Oui. Au niveau local, une des préoccupations de la justice des protections était l'organisation du service, pas seulement internement, mais aussi l'interrelation avec les réseaux de services de protection des enfants. Des groupes WhatsApp locaux ont été formés pour accorder une accès facile entre les services de protection et les systèmes de justice et pour dissiper les doutes sur la façon dont l'interaction se ferait entre les institutions pendant les périodes d'isolement. Une question se posait à tout le monde. Que veut dire d'être opérationnel dans ces moments? Si un des services ne fonctionne pas, l'ensemble du système échoue dans son objectif de protection. Par conséquent, je voudrais souligner les défis d'accès par les enfants au système de protection, particulièrement à la justice. Et nous sommes tous préoccupés par l'augmentation de la violence que les enfants peuvent subir dans cette période d'isolement, mais certains chiffres montrent une diminution des dépositions de plaintes de violence. Si en temps normal, les enfants sont exposés à une variété de milieux, comme les écoles, les terrains de jeu, les gens du quartier, des médecins, où le respect sur la violation de leurs droits pouvait être remarqué, la grande question que nous posions est de savoir comment les enfants révéleraient la violence et recevraient du soutien. Il était clair que nous n'étions pas assez proches des enfants, qu'ils ne savaient pas clairement comment obtenir ces soutiens, et une situation qui est encore pire dans les pays à revenus intermédiaires comme le Brésil, où les enfants n'ont pas leur propre portable ou ont bon accès à l'Internet. Environ 50% des enfants au Brésil n'ont pas accès à l'éducation maintenant en raison d'un manque d'accès à l'Internet, parce que tout se fait à distance, au milieu virtuel. Ce qui met en évidence la manière de garantir les droits sociaux dans ces moments, qui est également de compétence des tribunaux de protection de l'enfance au Brésil. Pour ceux qui ont un accès à l'Internet, nos sites web ne sont pas très adaptés aux enfants. L'information n'était pas fournie d'une manière sensible aux enfants et c'est clair que des changements institutionnels devront être apportés de toute urgence. Il nous fallait alors compter avec la communauté. Nous avons un numéro national de secours annoncé autant que possible sur les réseaux sociaux. Les juges eux-mêmes ont participé de diverses interventions aux médias sociaux avec d'autres services pour expliquer les risques de violence contre les enfants au cours de cette période, comment nous pouvons le soutenir, comment se déroulerait le fonctionnement du système de protection et de justice et comment il est important pour l'enfant d'être sûr que malgré les distances, nous sommes en mesure de l'aider, de faire respecter leurs droits.
Certains services étaient en première ligne, mais aussi confrontés à leurs propres défis et restrictions, mais qui ont organisé des moments d'accueil, de vigilance physique et aussi assurer le suivi des cas. On a essayé de garantir un contact en présence avec les enfants, avec un des premiers pôles du système. Normalement, c'est lui qui reçoit les plaintes, ce qui a permis la prise de mesures de protection urgentes. Les services de protection, la police reçoivent les rapports, les plaintes de violation des droits concernant les enfants, les femmes, les personnes âgées, d'autres groupes vulnérables, et les envoient au procureur ou en défenseur public. Les défenseurs publics ont organisé aussi une plateforme et fourni un numéro WhatsApp dans leur site web pour tous ceux qui ont besoin d'un soutien juridique. Un deuxième défi concerne la participation des enfants aux procédures, surtout les pénales, dans le cas d'être victime. Lorsque l'enfant est victime d'un crime, nous utilisons normalement des procédures de témoignage spéciales pour les enfants. L'enfant est avec un psychologue dans une autre pièce et l'entrevue est faite transmise par visioconférence à la salle d'audience où le juge, le procureur, le défenseur de l'enfant. Ici, c'est à cette table l'accusé regarde tout ce qui se passe. Et au Brésil, nous avons considéré que ce n'était pas approprié de procéder cette entrevue, cette audience par visioconférence complètement dans les cas d'abus sexuels. Parce que c'est une question très délicate. Il devrait impliquer une meilleure interaction entre le professionnel et l'enfant pour établir un rapport. Et on n'est pas jamais vraiment sûr si l'enfant est dans un bien protégé dans lequel il pourra s'exprimer spontanément. Comme les périodes d'isolement s'allongent, nous considérons la réalisation de ce genre d'entrevue en présence par les psychologues de l'enfant, mais transmise aux autres professionnels dans la cour par visioconférence. Alors, le juge, le procureur, le ministère public seront à distance. Et nous voyons cependant que des mesures sanitaires comme l'emploi de la masque, la distance, pourraient aussi éviter la perception de communication non verbale, qui dans de nombreux cas est très important pour avoir une définition de responsabilité pénale et parentale, surtout avec les enfants plus petits. Alors, il nous faut maintenant une demande d'autorisation pas pour la visioconférence, parce que c'est autorisé par le Conseil national de justice, mais au contraire pour avoir des interactions en présence dans le palais de justice. En cas de violence familiale, des mesures de protection sont accordées aux femmes. Les visites c'est toujours un problème dans ces circonstances. Lorsque les droits des enfants ne sont pas menacés, une évaluation interdisciplinaire est rapidement effectuée pour trouver des solutions, normalement impliquant la famille élargie, afin d'accorder à l'enfant une sorte de contact avec le père et sa famille. Et la participation des enfants est observée dans ces situations d'une manière indirecte, grâce aux entretiens réalisés par les psychologues ou aux travailleurs sociaux du judiciaire. Et depuis le 4 mai, nous sommes, comme je dis, dans un travail exclusivement à distance. Tout est fait en visioconférence, mais il y a toujours, comme dans le cas des enfants victimes, cette analyse de l'impact du travail à distance dans chaque situation et chaque cas spécifique, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants. Il y a surtout ces défis d'accès à Internet. Ce n'est pas quelque chose de facile d'implémentation, de mettre en place. Et il y a surtout aussi une question de savoir comment accorder la participation des enfants à distance. Dans quelle situation est-il acceptable qu'un enfant participe à ces audiences en visioconférence? Nous avons estimé que si c'est possible de les accorder la protection et laisser la participation, la réalisation de l'acte pour un moment postérieur, ce serait mieux. Merci beaucoup, M. Mello. Ceci nous donne une claire idée de comment on peut aider les enfants malgré la distance, comment on peut faire du suivi, mettre en place des systèmes de secours à travers des lignes d'appel, mais aussi comment on peut aussi rétablir le contact direct avec les enfants. Nous encourageons les participants à poser des questions, faire des commentaires, utilisant la boîte à messages, s'il vous plaît. Nous allons maintenant écouter M. Proulx, s'il vous plaît. Alors, bon, mais d'abord, au plan social,
confinement égale renfermement de la famille sur elle-même, fermeture des écoles, fermeture des milieux, des services de garde pour enfants, des garderies, ce qu'on appelle ici des garderies. Donc, fermeture des endroits qui permettaient souvent de réaliser que la situation d'un enfant était problématique, qu'il était en danger. Les signalements provenant de ces situations-là provenant souvent et des milieux de garde et du milieu scolaire, où les difficultés ressortent. Alors, il y a donc le cocon familial qui se referme, beaucoup moins d'informations qui est diffusée sur la réelle situation que vivent les enfants dans le milieu, des services de protection de la jeunesse qui ont eu à se réorganiser et qui ne faisaient un suivi qu'à distance, toujours pour respecter les règles de distanciation sociale. Alors, il y a ce premier volet-là qui est très important et qui fait en sorte qu'il y a eu en fait une baisse du nombre de dossiers à traiter en urgence, mais sûrement pas une baisse du nombre de dossiers problématiques par ailleurs. Pour ce qui est de nous maintenant, le choix qu'on a fait à la Cour du Québec, c'est de favoriser des audiences en présence. Maintenant, sauf qu'au départ, évidemment, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les services ont été littéralement suspendus. Les juges venaient à la Cour, mais ils travaillaient en visioconférence et même par téléphone pour entendre les mesures d'urgence pour des enfants dont la sécurité, des enfants dont la situation présentait un risque de tort sérieux. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais en matière pénale, c'est exactement la même chose. Tous les enfants ou les adolescents qui faisaient l'objet d'une peine ou qui étaient en garde provisoire, leur dossier était entendu, ou même s'ils faisaient l'objet d'une peine et qu'il y avait une révision de la peine, ils étaient également entendus par les juges. Alors, pour ce qui est de la Cour comme telle, il faut savoir qu'au Québec, la Cour du Québec, en fait, je vous dirais que l'administration judiciaire est à peu près à l'âge de pierre. Alors, pour moi, l'âge de pierre, ça signifie l'âge de papier, essentiellement le papier. J'entendais de mon collègue, le juge Melo, que les dossiers sont informatisés au Brésil. Ce n'est pas le cas au Québec. De sorte qu'il y a toute une gestion là qui est assez importante, ce qui exigeait la présence des juges, malgré les mesures et les contraintes imposées par l'État. Donc, organiser ces systèmes-là pour être capable de fonctionner quand même. Alors, je vous le dis, téléphone, visioconférence, mais sans vraiment avoir d'outils pour le faire, puisqu'on en était au premier pas d'un programme gouvernemental de transformation de la justice pour informatiser l'ensemble du processus. Je dois dire par ailleurs que l'État s'est vraiment impliqué et que ce qui a été posé comme geste depuis ont été significatifs, de sorte qu'on est maintenant en mesure de tenir des audiences virtuelles, semi-virtuelles. La question est toujours, et c'est la même que mon collègue mentionnait tout à l'heure, la question présence de l'enfant, tant qu'il est en milieu neutre, ça va. Mais à partir du moment où il est chez les parents et qu'on fait effectivement on veut s'assurer de sa participation, on veut s'assurer que sa parole puisse être transmise au juge, le problème qu'on va avoir, c'est de s'assurer qu'il est effectivement dans un milieu neutre et que de ce milieu neutre, il sera loisible pour lui d'exprimer, de rencontrer son avocat. Il faut savoir qu'au Québec, l'enfant est une partie à un dossier en protection de la jeunesse, qu'il est représenté par un avocat d'aide juridique, qui lui est, et tous les enfants sont représentés par des avocats, donc lui permettent un contact avec son avocat qui soit confidentiel, qui évite les interférences. Alors, il y avait toute cette dynamique-là qui a été à mettre sur pied. Ensuite, qu'est-ce qu'on traite, comment on le traite, jusqu'où on va dans la modification des règles procédurales pour nous permettre d'atteindre notre objectif qui est au moins de traiter les situations d'urgence. Alors, ce que je vous disais, c'est que par la suite, ce qu'on a décidé, c'est de favoriser le présentiel, ce qui veut dire que les tribunaux, les salles de cours sont actuellement en transformation. Plexiglas, distanciation sociale à l'intérieur pour permettre que des salles puissent accueillir littéralement des audiences. Alors, on en est donc maintenant passé de ce qui était les urgences, qui sont devenues des dossiers prioritaires, bien qu'ils ne se qualifiaient pas d'urgence auparavant. Et l'enjeu est évidemment de gérer l'ensemble de ces dossiers-là pour être capable d'entendre les dossiers. On a fait énormément de travail sur les projets d'entente, la gestion
la gestion à distance, la gestion des dossiers à distance en collaboration avec les avocats. Ça nous a permis de faire avancer certains dossiers qui autrement se seraient retrouvés devant le tribunal, donc de favoriser la communication entre les parties pour tenter d'obtenir des mesures et de faire en sorte que des ordonnances de service pour les enfants puissent être effectuées. Alors donc, c'est une adaptation à une situation. L'expression qui a été souvent utilisée ici, c'est qu'on construisait l'avion en vol. Alors, c'est ce qu'on a fait aussi à la Cour du Québec, construire l'avion en vol et faire en sorte d'adapter notre système à une situation d'urgence et surtout de faire en sorte que les enfants en danger ou dont la sécurité risquait d'être compromise puissent recevoir des ordonnances qui leur conviennent. Je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a eu même des décrets ministériels qui ont suspendu certaines de nos ordonnances, entre autres quant au contact. Des adaptations ont été faites et je pense qu'on a retrouvé maintenant une sorte de modus vivendi qui convient un peu mieux malgré l'impact majeur qu'a cette crise-là sur les situations et sur les enfants et sur la famille. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Proulx. Nous notons bien votre expression de « c'est en effet construire l'avion en plein vol ». Également que Monsieur Mello, vous avez remarqué l'importance de favoriser le présentiel, bien que beaucoup de choses, beaucoup de dossiers peuvent être gérés à distance, mais il y a aussi le besoin d'être là auprès des enfants avec d'autres mesures de protection, évidemment, et de créer un milieu neutre et confidentiel pour l'enfant. Ceci, c'est certainement important pour notre travail. Nous allons maintenant, merci beaucoup à vous deux, nous allons maintenant procéder à la troisième question qui est adressée à M. Sylla et Chehab. Donc, la question, c'est comment vous avez innové pour pouvoir continuer à fonctionner le système de justice pénale pour protéger les enfants, notamment pour les enfants victimes de crimes, ainsi que les enfants en conflit avec la loi. Quels sont les défis légaux, logistiques et autres? Et puis, est-ce que vous vous êtes appuyé sur la technologie? Donc, également, nous voudrions savoir comment vous avez fait pour atteindre les enfants les plus vulnérables. Si nous pouvons commencer avec M. Chehab, s'il vous plaît. Oui, monsieur. En fait, comme j'ai déjà dit, le Conseil supérieur de la magistrature a diffusé une circulaire autorisant le déroulement des affaires pénales via Internet. Tous les demandes des juvéniles sont déposées devant le juge des juvéniles via Internet pour avoir la libération. On a appuyé bien sur son niveau d'Internet, pour les juvéniles en détention et pour les juvéniles sous une décision de protection, en fait. Le défi légal, c'est d'évacuer le plus possible des enfants détenus en prison. On a créé une chambre entre l'ordre des avocats et une chambre commune entre l'ordre des avocats et même le Conseil supérieur de la magistrature pour gérer les demandes des juvéniles. On a essayé d'évacuer toutes les prisons des juvéniles. On a bien appuyé sur la technologie, bien sûr, mais on a besoin, malgré l'absence d'une loi concernant ce sujet. Merci beaucoup, M. Chehab. Donc, on va maintenant donner la parole à M. Sylla. C'est vrai, nous avons géré cette procédure-là, les procédures concernant les mineurs, pendant cette période de COVID-19, avec le soutien logistique de l'UNICEF en particulier, parce que nous étions confrontés à une difficulté au niveau du tribunal pour enfants, pour tenir les audiences. Et puis, une fois que les audiences sont tenues, les enfants ont bénéficié des
comment on appelle, de la médiation. Donc, les enfants, une fois qu'ils bénéficient de ça, ils doivent être aussi envoyés directement au niveau du centre d'accueil, le seul qui est fonctionnel actuellement. Donc, on était confronté à cette difficulté de transport liée au carburant. L'UNICEF, en partenariat avec le ministère, bien sûr, en plus aussi la contribution du ministère de l'Action sociale, qui est un partenariat très avancé depuis avec l'UNICEF. Donc, ils nous ont assistés et la prise en charge lié aux honoraires d'avocat, aux frais d'huissier, tout cela est assuré. Il faut passer, voilà le budget particulier pour ça, pour la juridiction. Effectivement, l'accompagnement du travail quotidien des magistrats et des autres auxiliaires de lesquels on ne peut pas vraiment tenir. Comme je l'ai détaillé tout au début, les parents qui sont les civilement responsables, très souvent abandonnent les enfants et même quand ils sont détenus, il faut absolument les rechercher et souvent ils viennent dire qu'ils ne veulent pas vraiment recevoir cet enfant sous leur toit. C'est pourquoi l'existence de ce centre d'accueil-là est vraiment fondamentale pour le pays. Et quand nous faisions donc, nous faisons tout pour que ces enfants qui ont bénéficié des jugements, centre de transit pendant quelques semaines ou quelques mois, et c'est au fur et à mesure qu'on va continuer. Mais cela n'allait pas sans d'autres difficultés parce que nous ne sommes pas limités pour la continuité effectivement du service du système judiciaire dans la protection des droits de l'enfant pendant cette période. Et c'était seulement les enfants qui étaient poursuivis pour délits qui étaient ciblés, mais il y a aussi d'autres enfants qui ont bénéficié. On a essayé de lier les choses. Non, parmi la liste des enfants qui a été dressée par l'administration pénitentiaire, donc la liste actualisée, pour ces cas de délits complexes là, où la médiation ne pouvait pas aboutir, et le juge d'instruction pénale pour enfants, qui est un juge autonome, lorsque la médiation pénale échoue à l'égard d'un enfant, en tout cas des parties, celui-ci pouvait prendre d'autres mesures alternatives à la détention, telles que les ordonnances de transfert de garde assorties de contrôle judiciaire, ce qui a augmenté un peu le nombre, et même certains aussi qui étaient poursuivis pour crime. Ce n'est pas tout le monde, mais certains qui étaient poursuivis pour crime où il y a eu des désistements de la part des. Donc, nous avons continué à tenir les audiences jusqu'au moment où on était confronté à la réalité où le directeur du centre qui reçoit les enfants a expliqué qu'il ne peut plus les recevoir parce qu'il y avait déjà un test qui avait été fait à la maison centrale. Il dit qu'il ne peut pas recevoir les enfants s'ils ne font pas l'objet de. Donc, ça a retardé un peu le processus. Et les partenaires ont tout mis en œuvre pour faire de plaidoyer au niveau du ministère de la Justice pour donner la priorité au test des enfants, ce qui a été fait. Donc, les résultats étant connus, donc nous continuons encore. On ne va pas se limiter seulement aux enfants qui sont poursuivis pour délit, mais même ceux qui sont poursuivis pour crime. Nous continuons le processus parce que ça ne doit pas continuer, ça ne doit pas s'arrêter. Donc, voilà un peu en détail ce qu'on est en train de faire. Puisque les audiences, vous le savez, en matière de juvénile, la publicité est très restreinte. Nous laisserons les enfants, on prend des mesures de distanciation, mais ce n'est pas vraiment comme peut-être ailleurs. Nous laisserons les enfants, une fois extraits de la maison centrale, ils viennent au tribunal. Nous procédons au jugement en chambre de conseil par la médiation, mais c'est en présence des enfants, c'est en présence de leurs parents. Nous les recevons, il y en a un pour procéder au jugement. Ce n'est pas l'intervention de la technologie n'est pas tellement là parce qu'on est moins équipé, il faut l'avouer, mais l'accompagnement vraiment Monsieur Silla, ça coupe par moment. On est désolé, mais par moment, ça coupe.
Monsieur Silla, on peut pas vous suivre, ça coupe. Ça coupe. Oui. On est désolé, Monsieur Silla, merci beaucoup. Je pense qu'on a retenu les travailleurs sociaux. Ouais. Voilà. Et merci beaucoup, Monsieur Silla. Par moment, on vous a perdu, ça a coupé un peu, mais je pense qu'on a retenu les idées principales. Nous encourageons aux panélistes, mais aussi aux participants de jeter un coup d'œil à la boîte à messages. Il y a des questions très précises et pertinentes, par exemple, sur comment on fait quand l'Internet ne fonctionne pas correctement, on ne peut pas accéder aux populations les plus vulnérables. On y reviendra plus tard, mais gardons une idée, gardons en tête toutes ces difficultés. Nous allons maintenant procéder à la 4e et dernière question. Ça va nous prendre environ 20 minutes, 5 minutes par panéliste. Et puis, je crois que nous allons tous reconnaître que le COVID-19 a créé une situation exceptionnelle. On a entendu de votre part qu'il y a eu aussi des solutions exceptionnelles et puis que vous avez été, malgré toutes les difficultés, à la hauteur du défi. Mais ceci n'est pas fini. Ceci n'est pas fini, ce n'est que le début d'une crise prolongée. Et nous voudrions savoir comment pouvons-nous faire en sorte qu'après la pandémie, nous ne perdions pas le progrès qui a été réalisé. Nous entendons de très bonnes choses qui ont été faites dans vos pays respectifs, mais maintenant c'est la question, malgré toute cette situation chaotique, vous avez parvenu à formuler des solutions. Comment pouvons-nous faire pour que ceci soit pérennisé et qu'on puisse bâtir sur ces bonnes initiatives sur le terrain? Si on peut commencer avec M. Proulx, s'il vous plaît. Bon, d'abord, ce qu'on réalise maintenant, c'est que tout n'a pas à être fait dans un palais de justice. Il faut savoir que c'est probablement la situation partout chez mes autres collègues, mais évidemment, on vit des problèmes de délai. Les tribunaux sont surchargés. Il y a évidemment trop de dossiers, trop de situations qui nous sont présentées pour être en mesure de les traiter, mais de les traiter dans un contexte, que je qualifierais de traditionnel. Alors, l'utilisation des modes, qui soient en virtuel, en semi-virtuel, par le biais de plateformes telles que Time, Zoom et autres, va nous permettre, je pense, d'offrir certains services et même probablement de les offrir à demande ou suivant un certain horaire pour éviter des attentes très longues de la part des familles et des enfants, des attentes très longues, même en salle des pas perdus, près des salles d'audience. Il y a donc des choses qu'on pourra maintenant faire de façon virtuelle ou semi-virtuelle et il va falloir qu'on fasse la discrimination entre ce qui peut être traité ou non de cette matière-là, par cette façon-là. Une autre chose, c'est que ce qu'on réalise également, c'est que toutes les personnes, tous les intervenants, je vous l'ai dit, les enfants sont représentés par avocats ici, de sorte qu'un juge qui entend un dossier en protection de la jeunesse peut facilement avoir 4 avocats devant lui, un pour chacun des parents, les 2 parents, un pour la direction de protection de la jeunesse et un pour l'enfant. Alors, ces gens-là doivent se parler et les juges se sont appropriés les dossiers pour faire des gestions d'instances et ça, je pense que ça va demeurer également, pour faire en sorte que les parties puissent se parler avant, déterminer ce qui est vraiment l'objet du litige et qu'il soit entendu et traité, que tout ce qui peut être fait en marge de ça, toutes les ententes qui peuvent être prises en marge le soient, ce qui nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces dans la prestation de services judiciaires à l'égard des enfants. Donc, cette collaboration-là est fondamentale. Ce qui est fondamental aussi, c'est la déclinaison de mesures telles de la médiation, ce qu'on appelle ici de la conciliation judiciaire en matière jeunesse, des projets d'entente, des projets par voie accélérée. Ce sont des mécanismes qui sont prévus par la loi sur la protection de la jeunesse, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient très peu utilisés. Alors, je pense qu'on va garder ça aussi, mais il faut être particulièrement vigilant pour ne pas retomber dans nos ornières, parce qu'on est tellement confortable à faire ce qu'on a toujours bien fait, alors que manifestement, on avait besoin de ce coup-là. Malheureusement, c'est les familles et les enfants qui l'ont reçu, mais il faut que le système judiciaire soit en mesure de s'adapter. Alors, on devrait être en mesure de conserver plusieurs choses intéressantes de ce qu'on a mis sur place pour pallier à l'impact du COVID et à nous, et nous sommes responsables pour pouvoir de le faire.
Merci beaucoup, Monsieur Proulx. On tient bien compte de ce que vous avez dit. Tout n'a pas à être fait dans un palais de justice. J'espère que je vous ai bien compris et toutes les choses et mesures qu'on doit prendre désormais également. Si nous pouvons continuer avec Monsieur Mello, s'il vous plaît. Oui. Eh bien, je crois que la première leçon apprise, c'est que nous pouvons travailler différemment de ce que nous avons fait jusqu'à présent. En cas de besoin, et je suis d'accord que ce n'est pas dans tous les cas, nous pouvons travailler plus vite que nous le faisons d'habitude. Nous avons travaillé beaucoup plus vite dans les cas urgents, et je crois que ça, c'est une nécessité qui doit être maintenue, parce que la distance n'est plus en limite comme elle l'était auparavant. Et même les règles de coopération judiciaire ont été simplifiées, permettant la réalisation directe en visioconférence de plusieurs actes, ce qui a beaucoup facilité. Dans nos cas, il est également patent que nous sommes en retard dans la provision de meilleures alternatives pour les enfants, à la fois lorsqu'ils sont privés de soins parentaux ou dans la justice pour les mineurs. Et au Brésil, les enfants ne sont pas considérés partis, sauf dans les cas où ils sont accusés d'avoir commis un délit. Mais dans les cas de protection, elles ne sont pas une partie, alors elles n'ont pas normalement le droit à un avocat. Je crois que ça devrait changer parce que, comme nous voyons l'expérience au Canada, ça permet une intervention beaucoup plus efficace. Je crois aussi qu'ici, on savait qu'il serait préférable que les enfants soient placés en famille d'accueil que dans les maisons d'accueil ou le cas d'hébergement. Et les changements nécessaires se montrent encore plus urgents. Je crois qu'il y a on apprend que des décisions qui devaient être faites au passé, et nous sommes en retard. Il y a de même pour la justice des mineurs. Si les mesures alternatives ont été largement appliquées, le mineur normalement le respecte, il le perd à cause de la question de santé, mais il montre qu'il est vraiment possible de réduire au minimum la privation de liberté en dernier recours. Je crois que la deuxième, très rapidement, la deuxième leçon apprise, c'est l'importance du dialogue, de la proximité et de l'ouverture aux nouvelles solutions et de la créativité. Au Brésil, nous avons cette tradition avec les réseaux de services destinés aux enfants de travailler ensemble, mais je crois que plus que jamais, nous reconnaissons que le monde est plus connecté à un niveau plus profond que ce que nous envisageons jusqu'au présent. Et ces défis de nombreux pays de faire face à ces nécessités de proximité, c'est ce que nous faisons maintenant, d'être ensemble par cette coopération entre l'UNICEF et l'Association internationale, de permettre que les juges puissent dialoguer, connaître d'autres expériences et travailler d'une forme différente sans oublier la nécessité de respecter les garanties légales et procédurales. C'est un défi de faire cette balance. Je crois que ce genre de dialogue est très important dans des moments comme ceci que nous vivons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mello. On tient compte de votre remarque sur le fait qu'on peut travailler différemment. La distance n'est plus la limite, pas nécessairement. On peut réduire la privation de liberté. Et puis, certainement, on doit poursuivre le dialogue parmi les intervenants de la justice, les juges et autres. Monsieur Chehab? Oui, monsieur. En fait, en tant que juge, le travail via Internet m'a aidé beaucoup et ce moyen a prouvé son efficacité. Dans ce cas, vu la clôture totale du pays et pour l'avenir, il faut insérer au Code de procédure pénale un article permettant clairement et directement au juge de prendre certaines décisions relatives aux enfants détenus via Internet. Par exemple, la mise en liberté, c'est afin d'accélérer pratiquement les procédures et assurer une justice rapide et équitable pour les enfants. Monsieur Chehab, parce qu'on a un peu plus de temps aussi, quelles seraient les limites de l'utilisation du virtuel, de l'Internet dans votre travail? Même s'il y a des effets très positifs, mais qu'est-ce que vous pensez, où est la limite? Où sont les difficultés? Où est-ce que l'Internet ne peut plus nous aider, si je puis dire? Non, au Liban, il n'y a pas une loi concernant l'utilisation d'Internet. En matière pénale, cette loi n'existe pas.
D'accord, donc ça serait le point de départ pour vous. Oui, en matière civile, ça existe, D'accord. comme par exemple la signature électronique et le domaine du commerce. En matière pénale, c'est la première fois qu'on utilise l'Internet, par exemple, pour faire l'interrogatoire via Internet. La mise en liberté, la demande de la mise en liberté des juvéniles ou bien des adultes. C'était la première fois qu'on a utilisé ça, vu la situation, vu la crise sanitaire. Oui. D'accord. Bien compris. Merci beaucoup. C'est bien noté. Et Monsieur Silla? On ne peut pas vous entendre. Vous pouvez activer votre microphone, s'il vous plaît? Oui, je vous reçois. Moi, je vous reçois. Vous me recevez? Voilà, ok, très bien, très bien. D'accord. Et je crois que les bonnes leçons à tirer dans ce processus-là, nous apprécions à sa juste valeur la coopération qui est de plus en plus intéressante entre les institutions, le système des Nations Unies, notamment l'accompagnement de l'UNICEF dans le cadre de la logistique pour permettre aux acteurs majeurs de pouvoir jouer leur rôle. Et quand on prend par exemple le ministère de l'Action sociale qui a déjà de l'expérience avec l'autre maladie Ebola qui était passée, il y a eu des formations des assistants sociaux qui sont restés là. Et donc, le ministère de l'Action sociale, contrairement au ministère de la Justice, qui n'avait pas d'éducateurs spécialisés, et ils ont des assistants sociaux et l'UNICEF aide effectivement à travers des vidéoconférences, des téléconférences pour au moins réunir les acteurs, l'ensemble des acteurs pour voir les stratégies adoptées par les uns et les autres, dégagation des enfants. Ça, c'est une nouvelle donne qui est essentielle pour nous. Et je crois que nous allons continuer sur cette lancée. Nous n'avons pas dans notre loi cette possibilité qui existe peut-être chez les autres pour pouvoir procéder à des libérations à travers des décisions sur l'Internet. Ce n'est pas le cas. Nous nous efforçons à être en contact direct avec les enfants parce qu'on a besoin, au-delà de la libération, nous devons inculquer effectivement des leçons au niveau des enfants, comme leur devoir à l'égard des enfants, parce que comme on le sait, la pauvreté extrême, souvent dans certaines familles, c'est ce qui pousse les enfants à tomber dans la délinquance juvénile. Donc, on a besoin, nous, d'être en contact avec les enfants et lors du jugement pour qu'ils puissent recevoir des conseils utiles afin d'éviter la récidive. Comme vous le savez, le plus important, ce n'est pas de libérer l'enfant simplement, mais c'est de pouvoir réussir son accompagnement socio-éducatif. Donc, voilà, nous tirons beaucoup de leçons dans ces échanges-là. Et je crois que si ça continue avec les partenaires et les autres collègues à travers le monde, nous allons profiter beaucoup de leur expérience pour améliorer davantage la protection des droits de l'enfant, surtout ceux qui sont en conflit avec la loi. Merci beaucoup, Monsieur Silla. Donc, nous avons complété la première partie des questions aux panélistes. Maintenant, nous avons reçu un nombre de questions que nous allons adresser aux panélistes. Et puis, je vais vous demander de répondre selon votre intérêt et puis votre disponibilité à répondre à ces questions. Donc, on va commencer avec deux questions en même temps. Donc, soyez libre de choisir ce que vous préférez. La première question, c'est comment les victimes peuvent-elles porter plainte avec les restrictions en place? Certains d'entre vous, vous avez donné des exemples, mais comment ça peut se faire, ces mécanismes pour les victimes qu'elles puissent porter plainte? Et comment on peut protéger les enfants pendant les procédures judiciaires par distance? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est si vous pouvez élaborer sur les procédures à distance. Comment les dossiers sont instruits et comment les avocats sont impliqués. Donc, ça, c'est les deux premières questions que nous avons. Qui c'est qui veut commencer à y répondre?
volontairement. Bon, alors j'irai peut-être sur la deuxième question pour vous dire que comment les avocats sont impliqués, bien plus qu'ils ne l'ont jamais été. Sont-ils présents le moins possible? Ils sont généralement à leur bureau, participent aux différentes plateformes numériques. Le juge est souvent et généralement en salle, puisque comme je vous l'ai dit, nos dossiers sont des dossiers papier. Alors, on a besoin de ces dossiers-là pour pouvoir traiter de la situation d'un enfant. Alors, souvent, donc, les avocats sont à distance. Quelquefois, ils sont à la cour et l'audience se tient de cette façon-là, avec le support des moyens technologiques. Mais ils sont mis à partie. J'ai eu une sous-question de la part d'un des participants qui était comment on s'assure du milieu neutre pour l'enfant lorsque l'enfant est... permettez-moi d'y répondre maintenant, si vous voulez. En fait, on a, je vous l'ai dit, au Québec, l'enfant est une partie et cet enfant-là est représenté par un avocat qui provient du système d'aide juridique. Alors, c'est cet avocat-là qui a la responsabilité de s'assurer qu'il aura une communication confidentielle avec son client, qu'il en a eu une, qu'il en aura une au cours de l'audience. Et c'est cet avocat-là qui devra s'assurer également que l'enfant est dans un milieu libre d'interférence, un milieu neutre. Alors, ça pourrait faire en sorte, par exemple, que l'enfant soit quand même amené au palais de justice. Il est installé dans une salle de débordement avec visioconférence pour qu'on n'a pas qu'il soit nécessairement dans la salle. Et lorsque c'est possible de le faire en milieu d'accueil ou en milieu de réadaptation ou en milieu familial, bien, il se fait de cette façon-là et on se satisfait à ce moment-là de l'engagement de toutes les parties que les choses pourront se faire. Pourront se faire en respectant les règles de confidentialité et de neutralité nécessaires en cette matière. Voilà. Oui, Merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup, M. Pro. Allez-y, M. Melo. Pardon. Eh bien, au Brésil, la police avait dans son site web, il était possible auparavant de porter plainte sur certains délits. Et les délits plus, par exemple, de vol, etc. Maintenant, on a ouvert dans le site web pour n'importe quel genre des situations, on peut porter plainte directement au site web de la police. Les services de protection, j'ai déjà dit, nous avons un numéro de secours. Les services de protection ont un téléphone que les personnes peuvent les appeler. Et si c'est nécessaire, les services de protection iront chez les personnes, chez la maison des personnes pour visiter et vérifier les situations d'urgence. Alors, ce n'est pas interdit pour les services de protection d'avoir un contact direct en présence avec les enfants. Au contraire, c'est une nécessité pour les protéger. Et pour la protection, j'ai dit, nous comptons beaucoup avec ces services de protection. Normalement, un espace neutre peut être les services de protection. Alors, si les enfants sont dans une situation d'urgence, ils peuvent être amenés aux services de protection pour avoir un contact avec le juge. Nous avons, toutes les institutions, d'une façon générale, ont l'accès à Internet, ce qui a permis de faire de garantir la participation de l'enfant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Melo. Monsieur Silla, Chihab, vous voulez intervenir sur les deux questions? Oui, sur la deuxième, oui. Oui. OK, Monsieur Chihab, est-ce que vous pouvez continuer? Oui. On vient à vous, Monsieur Silla, après. Oui, on peut porter plainte soit directement devant la police, soit devant le juge. Et en plus, il y a l'Union pour la protection des juvéniles. Il y a un hotline. On peut porter plainte directement. Même, il y a le site du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice. Oui, il y a un site. D'accord. Et qui est les enfants, c'est un téléphone ou c'est des plaintes anonymes? Soit par la victime, soit par l'avocat, soit par le juge, soit par UPEL, l'Union de la protection des juvéniles. Il y a plusieurs moyens, en fait. D'accord. Bien compris. Merci beaucoup. Monsieur Silla? On ne peut pas vous entendre, Monsieur Silla.
Oui, mais la voix est voilà. arrivée. Parfait. Ouais, C'est bon. ça. Effectivement, par rapport aux plaintes des victimes, nous, notre législation permet, au niveau des officiers de police judiciaire qui sont spécialisés, au niveau de la police, vous avez par exemple le service de projet, l'office de la protection des droits des mères et de l'enfance. Au niveau de la gendarmerie, on a déjà une nouvelle direction qui vient d'être créée même cette année 2020, la brigade de protection des personnes vulnérables. Donc, les citoyens qui sont victimes d'infractions peuvent porter plainte directement au niveau des officiers de police judiciaire, comme ils peuvent le faire aussi devant les parquets. Mais notre code de procédure pénale de 2016 aussi reconnaît la faculté à toutes les ONG chargées de la protection des droits de l'enfant en particulier qui ont existé pendant 5 ans et peuvent porter plainte lorsqu'ils constatent la violation des droits de l'enfant. Donc ça, ce sont pour le moment ces différents points-là, ça peut être fait aussi directement devant le juge. Donc, mais nous avons, par rapport à cette technologie, on a un besoin de formation parce que les vidéos, conférences ou les procès, ça, nous ne les tenons pas du tout. C'est la pratique ancienne. On invite les parties, on auditionne, on interroge les enfants lors des audiences, les participants sont auditionnés et les civilement responsables sont auditionnés. Donc, tout se fait en présence physique des différentes parties. Donc, pour le moment, c'est vrai, nous connaissons les avantages de la technologie, mais nous n'avons pas encore évolué dans ce sens. On a vraiment un besoin de formation pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Silla, et à vous quatre. Nous allons procéder avec 2 autres questions. Donc, sentez-vous libre de répondre là où vous êtes le plus à l'aise. La première question, c'est comment vous voyez le rôle de la société civile dans le soutien à votre travail? Et la deuxième, ce serait quel est le type de suivi qui est en place pour les enfants qui sont libérés? Qui c'est qui veut commencer? Oui, mais je peux commencer, moi. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je crois que le rôle de la société civile est fondamental. En premier lieu, la société civile doit aider pour la vulgarisation des instruments juridiques, et surtout le code de l'enfant. Ça, parce que une fois que l'enfant connaît ses droits, je crois qu'il est le mieux placé pour le défendre. Là, les exemples ne finissent pas. Donc, le premier rôle que doit jouer la société civile, c'est d'aider avec l'intervention des médias à diffuser, à vulgariser les différents textes de loi et au niveau des communautés, mais aussi au niveau des enfants, au niveau de l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est très important et ça ne se limite pas seulement aux communautés, même les intellectuels, même au niveau des acteurs. Parce que quand vous prenez par exemple les magistrats de droit commun, il faut absolument le dire, un besoin de formation né par les partenaires, mais nous devons continuer à soutenir cela. Et cela, c'est fondamental, le rôle de la société civile dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Silla. J'ai vu, M. Shehab, vous vouliez intervenir? En fait, la deuxième question, c'était quoi, s'il vous plaît? L'une, c'était sur la société civile et la deuxième, c'était quel est le suivi pour les enfants qui ont été libérés de la détention? On peut parler ici par une libération conditionnelle, par exemple, concernant les crimes, notamment les crimes, pas les délits. Oui. Il y a des mesures à prendre, par exemple des contacts téléphoniques par chaque semaine pour chaque enfant, pour les visiter à la maison via l'assistante sociale. D'accord. Merci beaucoup. Et Monsieur Prou, Monsieur Mello, vous voulez intervenir aussi? Sur la société civile, l'importance de celle-ci, je mentionnais tout à l'heure que le fait que notre province soit mise sur pause a fait en sorte que les écoles et les services de garde pour enfants sont fermés. Et c'était là un des facteurs permettant que des situations d'enfants en danger pouvaient être signalées à l'État. Alors, la société civile doit donc se substituer à ces milieux-là
et être attentive à la situation vécue par les différentes familles et dénoncer des situations qui peuvent présenter un danger pour l'enfant. La société civile doit également être préoccupée par la situation de ses enfants et le démontrer. On a fait référence tout à l'heure pour plusieurs d'entre vous à des numéros de téléphone ou des... Bon, c'est la même chose ici, là, les signalements peuvent se faire par voie téléphonique et ça, c'est toujours possible. Mais il est clair que l'évaluation des différents signalements qui est fait par la directrice de la protection de la jeunesse est maintenant différente de ce qu'elle était, ce qui, en raison de la distanciation, ce qui implique, à mon sens, davantage l'importance d'une implication de la société civile. Merci beaucoup, Monsieur Melo. Oui, les suivis au Brésil est aussi fait par contact téléphonique avec les enfants et leur famille. Si ce n'est pas possible le contact téléphonique, il y a aussi un essai de contact en face. Et c'est important aussi qu'il y ait une discussion parmi les juges si on irait considérer ces temps d'isolement social comme le temps d'exécution de la mesure, parce qu'il n'était pas... les adolescents ne faisaient pas vraiment ce qu'ils devaient faire s'ils étaient en liberté. Mais tout le monde a considéré que oui, cette période d'isolement social, on va les imposer certaines conditions, que normalement, c'est de respecter les règles d'isolement social. Et ça sera considéré comme un critère pour l'exécution de la mesure imposée à l'adolescent. Alors, ce n'est pas en période de suspension, mais en période d'effectivité, d'effective actuation judiciaire par rapport au crime commis. Merci. Merci à vous. Nous avons quelques autres questions. Donc, à nouveau, les mêmes règles, si vous vous sentez libre d'y répondre. Et la première, c'est comment avez-vous fait pour vous assurer que vos décisions ont été exécutées vu les restrictions? Et une autre question, c'est dans beaucoup de pays, il y a des connexions Internet qui sont assez mauvaises. Et comment on peut s'assurer que la justice continue à être administrée? Peut-être en capital est plus facile, mais à l'intérieur, ce n'est pas toujours le cas. Et une question précise pour M. Proulx, comment peut-on déterminer si un milieu familial est neutre? Ah, voilà, ceci est déjà couvert, je crois. Voilà. Oui, je peux répondre à la première question. Allez-y, s'il vous plaît. En fait, pour assurer l'exécution de notre décision, on peut demander à la police et même à l'assistante sociale pour assurer l'exécution. On peut vérifier par téléphone, par exemple, si l'enfant est resté à la maison. Et voilà. Merci beaucoup, M. Chehab. M. Proulx? Ben, il faut savoir qu'au Québec, encore une fois, nous rendons des ordonnances et l'exécution de ces ordonnances-là est la responsabilité de la Direction de protection de la jeunesse. Là, évidemment, je ne suis pas en matière pénale, je suis en matière de protection. Alors, évidemment, leurs services sont largement hypothéqués par les mesures de contrainte sociale actuelles. Et certaines, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a même des arrêtés ministériels qui prévoient la suspension des ordonnances de contact qu'on pouvait avoir ordonnées. Et ça pose effectivement un problème. L'autre problème, c'est que on ordonne des services qui ne sont pas disponibles parce qu'on est en situation de suspension des services publics, entre autres choses. Alors, il y a peu de moyens de s'assurer de façon ponctuelle de l'exécution des ordonnances en matière de protection de la jeunesse, sinon par la continuation du processus, parce que les dossiers peuvent revenir à la Cour dans le cadre d'une demande de révision ou de prolongation des ordonnances qu'on a déjà prononcées. Merci beaucoup, M. Proulx. M. Sylla, vous voulez compléter? Oui, bien sûr, par rapport à l'exécution de nos décisions, la Guinée est véritablement à l'aise dans ce cas parce que nous n'avons aucune difficulté pour faire exécuter nos décisions au niveau de l'administration pénitentiaire. Une fois que l'ordonnance parvient aux autorités de l'administration pénitentiaire, elle est exécutée à la minute. Ça, nous n'avons aucune difficulté liée à ça et nous nous assurons de ça parce que dès que ça arrive, les enfants sont extraits et ils sont conduits immédiatement pour ceux qui ont bénéficié de placement
au niveau du centre d'accueil, nous suivons jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau du centre. Donc, la Guinée, particulièrement, n'a pas de difficulté, puisqu'on n'est pas, ça n'est pas sur le plan technologique, on n'envoie pas une ordonnance sur Internet pour l'exécuter. Nous l'envoyons physiquement, c'est transmis par nos gardes pénitentiaires qui déposent au niveau de l'administration pénitentiaire et c'est exécuté à la minute. Nous n'avons pas de difficulté par rapport à l'exécution de nos décisions. Oui. Très clair. Merci beaucoup, M. Silla. Et je voudrais faire le suivi sur la question de l'accessibilité, peut-être parce que c'est revenu quelquefois dans les questions. Au-delà de l'Internet et des lignes d'appel pour les enfants, pour qu'ils puissent porter plainte, ou les victimes, les familles. Et qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait en termes de rendre la justice accessible aux enfants là où ils sont? Parce que ceci est une matière de faire confiance aux autorités. Si vous pouvez répondre à cette question, comment on peut atteindre les populations les plus vulnérables, en quelques mots? Oui, ça c'était une question. Il y a au Brésil les problèmes d'accès à Internet, comme je dis. Nous avons compté avec les institutions. Je crois que les institutions normalement ont une structure meilleure que la maison, que les familles. Alors s'il était nécessaire un genre de contact, les institutions étaient là pour intervenir. Il a fallu aussi une certaine négociation avec les personnes. Avant la visioconférence, il nous fallait appeler les personnes pour vérifier leurs conditions d'accès à Internet et vérifier les moments, parce qu'il y a aussi ces moments du jour où l'accès à l'Internet, c'est mieux que d'autres. Alors, il fallait essayer de concilier ces moments avec tout le monde. C'est un défi, je crois. Je crois que plus que jamais, l'accès à Internet est vu maintenant comme un droit qui doit être garanti à tout le monde. Sinon, l'exécution de plusieurs services serait très difficile au futur. Merci beaucoup, M. Melo. Vous voyez aussi qu'il y a cette question qui revient sur des services sociaux qui sont très faibles également. Ceci est en continuation à la question. Quand on n'a pas de travailleurs sociaux sur le terrain et puis l'accessibilité. Mais merci beaucoup, M. Melo. D'autres intervenants? Je vous dirais que le problème n'est pas souvent l'accès à Internet, mais l'accès aux appareils qui permettent de participer à des audiences virtuelles ou semi-virtuelles. Et ça pose un problème majeur. À certains endroits, un peu comme on l'a mentionné, ce sont les organisations qui y pallient. Au Québec, on a ce qu'on appelle la cour itinérante. La cour itinérante, c'est celle qui couvre le Grand Nord, donc le Nunavik, entre autres les territoires CRI. Et là, on a des problèmes majeurs, particulièrement au Nunavik, où la bande passante ne permet pas de donner des services. Alors, à ce moment-là, il n'y a aucun service Internet, il n'y a aucun accès au service Internet. Les audiences se font de façon particulièrement discutables, mais ne peuvent se faire que par voie téléphonique. Alors, on a ces zones-là où il y a un travail vraiment immense à faire pour être en mesure de donner des services à cette population-là qui est isolée, d'une part, et qui est laissée à elle-même à toute fin pratique. Merci beaucoup, M. Pro. D'autres intervenants? Par rapport aux travailleurs sociaux? En général, comment se rend accessible, comment on peut accéder aux populations les plus vulnérables? Ce n'est pas seulement l'Internet, mais se rendre très accessible sans le plus en besoin. Allô? Voilà, on peut vous entendre maintenant. Ouais. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. D'accord, je voulais souligner effectivement le rôle primordial des travailleurs sociaux en République de Guinée, qui est véritablement une préoccupation chez nous. Nous n'en avons pas beaucoup, et notamment le ministère de la Justice, c'est vrai, vient dans sa réforme de créer une nouvelle direction, la direction dans sa réforme de l'année dernière, la direction de l'éducation et de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est la direction de tutelle sur la question d'enfance. Mais pour toute la République, en tout cas pour ce département, le ministère de la Justice notamment, il n'y a pas plus d'une vingtaine d'éducateurs spécialisés. Donc, la question de recrutement et de formation est une question fondamentale et cruciale pour nous. Et c'est vrai, heureusement que le ministère de l'Action sociale, comme je l'ai souligné tantôt, a des travailleurs sociaux. Donc,
au niveau régional, dans la ville de Conakry, mais aussi dans toutes les préfectures, nous nous rabattons absolument sur ces assistants sociaux-là pour les différentes audiences qui se déroulent pour les mineurs, que ce soit les enfants victimes de traite, donc les enfants victimes et témoins d'actes criminels, mais aussi pour les enfants en conflit avec la loi. Donc la formation, et le recrutement et la formation de ces travailleurs sociaux est véritablement primordial parce que c'est ce qui permettra de rendre véritablement les décisions de justice effectives pour la réinsertion des enfants. Merci beaucoup. Quelques mots de la fin, Monsieur Chehab? Monsieur Chehab, vous souhaitez intervenir? Il ne nous entend pas. OK. Donc, merci beaucoup pour répondre à toutes ces questions. Nous allons maintenant clôturer ce webinaire et puis je vais passer la parole à mon collègue Andrew Brooks, qui est le conseiller de protection de l'enfance dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour soulever les idées principales qui ont été partagées aujourd'hui. À toi, Andy. OK. Merci, Javier. Tu m'entends? Parfaitement. OK, très bien. Bon, tout d'abord, un grand merci à tous les intervenants, hein, tous ces panélistes, cette discussion très, très riche. Bon, je ne sais pas si je peux conclure avec des observations très ordonnées, mais je vais partager quand même quelques réflexions. Je tiens toujours à la phrase je pense que c'était Monsieur Prou, la construction d'un avion en vol. J'ai aimé ça parce qu'effectivement, c'était vraiment une situation de très imprévue, d'une échelle énorme. On n'a jamais vécu une crise mondiale comme ça, où tous les pays du monde étaient en face un peu en même temps de la même difficulté. Et c'est pour ça que c'est bon de tirer aussi les expériences, de partager les expériences entre nous. Moi, je travaille en Afrique de l'Ouest et du Centre. On a nos propres dilemmes, nos propres particularités. Mais c'était intéressant aussi d'avoir des expériences du Brésil, du Canada et de Liban pour qu'on puisse aussi voir pas seulement les différences, mais les similarités aussi. Le dilemme en face, si j'ai bien entendu, hein, et c'est ce qu'on vit un peu, c'est un moment où les risques en face des enfants augmentent. La capacité de ces enfants pour faire un reporting de ces risques, d'avoir le soutien qu'il leur faut, d'avoir accès aux services, n'a jamais été aussi faible. Et ça, c'est une grande imprévue et grande difficulté, pardon. Et je pense que c'est une zone invisible qu'on ne peut pas mesurer en ce moment. On va de plus en plus mesurer exactement les conséquences de cette vide, de ce déficit, de décalage entre ce qui se passe aux enfants à la conséquence de Covid et comment ils peuvent faire comprendre et faire un reporting de ça. Ça deviendra, j'imagine, de plus en plus clair avec le temps. On a entendu que le service de justice, ils ont beaucoup ralenti. Donc oui, d'un côté, il y aura un backlog, il y aura des cas à entendre, il y a un rattrapage qu'il va falloir faire après. Pas seulement un rattrapage des cas qu'on connaît, hein, mais j'imagine aussi les cas qui vont surfacer, qui vont être plus visibles avec le temps quand les enfants auront plus de confiance à dire ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé pendant les 2-3 derniers mois. Donc ça, c'est quelque chose à anticiper. Mais ceci dit, si on veut mesurer des effets positifs, on peut voir quand même que pendant cette période déjà, il y a énormément des enfants qui ont été libérés de détention. Et certains de ces enfants, c'était un peu la discussion d'hier, hein, certains des enfants n'auraient pas dû être en détention. Ils ont été libérés à cause de la pandémie, mais ils n'auraient pas dû être en prison dans la première instance. Et une des conclusions que j'ai bien appréciées d'une des magistrats hier, c'est que si cette crise nous enseigne quelque chose, c'est qu'on devrait vraiment envoyer les enfants en détention comme dernier recours. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, qui sont souvent envoyés en premier recours. L'histoire de ne pas avoir des alternatives, l'histoire des enfants qui n'ont pas de
des parents, des encadreurs pour les prendre en charge. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut qu'on tire de cette expérience. On a vu avec la crise jusqu'à quel point les systèmes, aussi bien les systèmes des services sociaux, les systèmes de justice, peuvent être imaginatifs, peuvent être créatifs pour trouver des solutions alternatives que la détention pour les enfants. Dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, déjà dans les derniers 2 mois, il y a plus de 500 enfants qui ont été libérés. Et je pense que dans la région d'où vient Avière, là, c'est presque 3000. Donc, ça montre quand même avec une politique, une volonté politique, aussi bien qu'une imagination et des idées, des bons gens qui veulent faire des choses, beaucoup de choses sont possibles. Spécifiquement pour la discussion d'aujourd'hui, j'étais frappé par la question de proximité et la question de confiance et la question de comment il faut garder cette proximité. Quelque part, c'est paradoxal hein, qu'on a créé une proximité aux gens qui sont plus loin pendant un moment comme ça. Mais c'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu que quelque part, il y a une proximité qui a été construite. Avec la technologie, peut-être, on a pu ouvrir les portes du système de justice qui sont souvent difficiles à pénétrer, difficiles à comprendre. Mais avec les mesures qui ont été entreprises, ce système-là, surtout pour les enfants, pour que ça soit plus child-friendly, hein, c'est plus ouvert aux enfants, a vraiment pris les mesures pour faciliter cet accès aux enfants. Et tant que peut-être la technologie ou la vidéoconférence, que ça peut apparaître un peu froide, un peu loin, ça crée une distance. Il va falloir, je pense, à l'avenir, décider cas par cas. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, une des panélistes, qu'il faut faire une distinction, un jugement sur les cas, même quand le système résume ses services normaux, il y aura des cas quand même qui pourraient peut-être mieux être traités avec une distance, avec une vidéoconférence, que directement dans les tribunaux. On a entendu aussi beaucoup sur la médiation, sur la collaboration, le teamwork, hein, le travail d'équipe entre les assistants sociaux et les acteurs de justice pour qu'une médiation puisse éviter la détention certainement, mais peut-être éviter du tout d'exposer un enfant au système de justice, si ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de cet enfant-là. Ça, c'est très intéressant. Et aussi, bien sûr, le rôle des assistants sociaux de faire une médiation, de prévenir les crimes contre les enfants. Donc, ce sont deux des réflexions que j'ai prises. La Guinée a été très forte sur ce point-là. Comment, pendant la crise d'Ebola, ils ont cette expérience-là. Ils ont relancé un peu la profession des assistants sociaux, qu'ils ont pu garder jusqu'au niveau, mais quand même, M. Sylla a reconnu que l'échelle, la proportionnalité des assistants sociaux à l'échelle de problèmes en face des enfants n'est pas suffisant. Donc, il faut que ça soit augmenté. Ça, c'était clairement communiqué. Et on est en face d'une situation pour tout ce qui est violence contre les enfants, l'abus sexuel, l'abus violent, l'abus physique contre les enfants. On a toujours eu un dilemme. Je veux juste partager rapidement l'expérience d'une étude épidémiologique qu'on a fait sur la violence contre les enfants en Tanzanie, où avec cette espèce d'étude de ménage, où on demande spécifiquement aux jeunes, est-ce qu'ils ont expérimenté une expérience d'abus dans leur vie? Il y a 28 des filles qui ont confirmé qu'ils ont expérimenté un abus sexuel pendant leur enfance. Après, tu prends cette 28 et tu leur demandes, est-ce que tu as jamais parlé à ça à quelqu'un? Moi, j'arrive avec un questionnaire, c'est la première fois que tu le dis. Non, il y a 50% qui disent qu'ils n'ont jamais parlé de ça. Après, il n'y a que 22% qui disent qu'ils n'ont pas seulement parlé de ça, mais ils ont sollicité un appui ou des services pour leur aider avec ça. Et après, tu leur demandes, les 22% qui ont sollicité un appui, est-ce qu'ils ont eu le soutien? Il n'y a que 13% qu'ils ont reçu. Donc, il y a vraiment ce dilemme
il y a d'autres épidémies, hein, il y a d'autres pandémies, c'est la violence contre les enfants qui est invisible, qui est derrière la porte. Quelqu'un l'a dit, avec la pandémie de COVID, les familles, le cercle de famille est devenu même plus enfermé. Donc, comment on peut, dans une situation comme cela, comme on vit maintenant, ouvre la porte pour que les enfants puissent faire un reporting. J'ai bien noté le porter plainte en ligne. Ça, c'est faisable pour certains enfants, certainement. Pas tous. Mais est-ce qu'on peut quand même finalement faire face à cette situation où la plupart des enfants qui ont expérimenté un abus dans leur vie n'arrivent pas à avoir la confiance de parler de ça ou de faire un reporting de ça. Ils imaginent que les conséquences de faire un reporting est pire que de le garder pour eux-mêmes. Donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi que la pandémie de COVID nous a fait réfléchir un peu sur ça. Après, la question de pérennisation, qu'est-ce qu'on va changer dans nos pratiques? Mentalement, on a changé, hein? On a vu des choses qu'on n'a pas vues avant. Ça nous stimule de changer nos pratiques. Je pense que c'était le Liban qui a parlé de projets de loi avec les technologies aussi. Quelles sont les mesures plus durables au-delà du changement de pratiques et des habitudes qui seront faites? Donc, vraiment, c'était ça. Merci à tous. On a un poète en Angleterre, je viens de l'Angleterre, qui a dit without contraries, there is no progression. En français, une mauvaise traduction sera sans des expériences difficiles, au contraire, on n'aura pas de progrès. Et tout le long de cet webinaire, c'était ça qui a tourné dans ma tête. Il y a vraiment des dilemmes, il y a vraiment des difficultés. Mais là, parmi les panélistes et le partage de leurs expériences, je vois tellement de créativité et des efforts de progresser dans une situation difficile. La question pour nous tous, comment on peut construire sur ces moments maintenant pour que ça se traduise dans les mesures de plus long terme? Je vous souhaite vraiment merci à tout le monde. Il y a certains que je devrais remercier en particulier. Les panélistes, bien sûr, très riches, très divers. Merci vraiment à vous d'avoir pris le temps de partager avec nous vos expériences et expertises. Nous aimerions aussi remercier l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille, avec qui nous co-organisons ces webinaires. Et finalement, bien sûr, ils sont toujours très riches dans le chat. On voit le rôle du public, le rôle des participants et les questions excellentes qui ont été posées, qui montrent l'engagement qu'ils apportent à ce sujet. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup à tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.